Bonjour à tous, mon nom est Sarah Charbonneau et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette émission de l'auteur au libraire. Aujourd'hui, vous allez le voir, on voyage au cœur de l'histoire du Québec et ce sera assurément très intéressant avec nos trois invités. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente officiellement d'abord pour le livre Premier chapitre de l'histoire du Québec. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Gilles Sanson et M. Richard Fizette. Gilles Richard, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et bien sûr, Monsieur Jacques Langlois pour le livre La saga des filles du roi. Jacques, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, messieurs, on entre déjà dans le cœur du sujet. Vous avez décidé d'aborder l'histoire du Québec de différentes manières, à peu près 150 ans près, si je ne me trompe pas, chacun de vos livres l'un de l'autre. D'abord, Jacques, peut-être je commencerai avec vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire sur l'histoire du Québec et particulièrement sur les filles du roi? C'est un hasard. Oui. En fait, surtout, j'avais entendu une émission à Radio-Canada, il parlait des filles du roi. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, par contre, j'étais resté avec plus de questions que de réponses. Fait que de fil en aiguille, ça a trotté dans mon esprit. Et puis, à force que ça trotte dans mon esprit, je me suis dit, j'ai fait deux, trois recherches, je regarde un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, je me suis dit, il y a un sujet. Puis surtout, ce que je constatais, c'est que tout ce qu'on imaginait par rapport à cette histoire-là et ce qui s'était passé en réalité, c'était très différent. Fait que je me suis dit, on va essayer de rétablir deux, trois trucs. J'adore ça. Alors, on est tombé de l'imaginaire à, justement, notre récit réel et plus actuel, du moins plus collé à l'histoire. Exactement. Messieurs, bien sûr, Gilles et Richard, vous êtes archéologues de profession. Je sais que vous, le projet initialement n'était pas nécessairement de vous lancer dans l'écriture d'un livre proprement dit. C'est votre travail qui vous a amené là, à vous lancer dans cette expérience-là. Oui, ben, on est habitué d'écrire des rapports, mais dans le cas précis, là, on pensait que ça méritait d'être communiqué à tout le monde, d'être accessible aussi à tout le monde, vulgariser ce qu'on avait trouvé, là. Et qu'est-ce que vous aviez trouvé exactement? C'était sur quoi que vous travailliez à ce moment-là? En fait, c'est que les archéologues, on cherche toujours des sites, hein, des sites qui sont pas connus, comme le site de la Isabelle, là, dans le sud de l'Amérique. Mais ici au Canada, en Amérique du Nord, on a le site Cartier-Roberval que les archéologues ont cherché pendant environ une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 2005, il a été découvert et nous nous sommes impliqués au niveau de la recherche. Et finalement, il est venu le temps soit de poursuivre les fouilles ou de faire le rapport. Et c'est un rapport pour le grand public. C'est pas une recherche, c'est une recherche scientifique à la base, mais la publication, elle a été lue par des gens du public. On a eu des commentaires des gens du public. Et donc, c'est une publication pour le grand public. OK. Et là, donc, vous êtes parti de l'ouvrage scientifique et vous êtes parti de vos connaissances à vous, Jacques. Comment on travaille dans l'univers, justement, de l'histoire, qu'on fait nos recherches et qu'on vulgarise le tout pour monsieur, madame, tout le monde? Parce que vous êtes des experts dans votre domaine. Vous, nécessairement, vous aviez cette curiosité-là. Mais comment on apporte ça pour monsieur, madame, tout le monde? On voit nos intérêts au départ, comme Jacques le dit. Je veux dire, on part d'un intérêt, puis après ça, on prend le goût à communiquer ce qu'on apprend. Enfin, c'est pas juste de garder pour soi ce qu'on apprend, mais de, de le raconter, là, je veux dire. C'est De vouloir le c'est partager, l'histoire hein? Jacques, là, je veux dire, il a approfondi ses recherches sur les filles du roi et il est allé plus loin. Je veux dire, il Comment vous dit avez fait cette démarche-là, justement, Jacques, de votre côté? Je vais vous donner le point de départ. Moi, je suis le père de quatre enfants et j'ai assisté à quatre accouchements dans ma vie. Et quand j'ai entendu l'histoire des filles du roi, tu sais, ce qu'on a tout dans notre imaginaire, c'est des filles sont arrivées ici et ont eu plusieurs enfants. Mhm. Puis moi, je suis un petit peu terre à terre, mais quand j'entends qu'une femme va avoir un enfant, je me demande un petit peu comment ça va se dérouler. Puis j'avoue que j'avais pas de réponse. J'avais Mhm. pas de. Et fait que ça a été une première question. Après ça, je suis allé aussi vers d'autres types de questions auxquelles je voulais trouver des réponses. C'est-à-dire, c'était qui ces filles-là? Ils sortent d'où? Juste ça, ça a été un bout de recherche intéressant parce que, premièrement, beaucoup de personnes, on imagine beaucoup qu'elles ont été forcées de venir au Québec. C'est pas C'était pas le cas, vraiment la hein? Non, c'est vérité. ça.
Il y a un mythe autour de la prostitution qui est loin, loin, loin de la vérité aussi. Ces femmes-là n'étaient pas des prostituées. Ça m'a amené à faire des recherches un petit peu sur la France contemporaine à cette époque-là, qu'on imagine, qu'on connaît mal aussi. Fait que j'ai comme creusé plusieurs éléments de cette histoire-là pour découvrir que finalement, ben, en France, étrangement, la France à cette époque-là était très populeuse, mais d'une population qui souvent n'avait pas de place sociale, qui n'avait pas de titre, qui n'avait pas de... Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens de disponibles qui n'avaient pas de statut. Et puis c'est ces gens-là, en fait, parmi lesquels on a recruté les filles du roi, que ce soit à Paris, dans une très grande proportion, ce qui est très drôle, parce Mhm. qu'on peut imaginer qu'il y a beaucoup de ces Parisiennes-là qui n'avaient jamais vu une vache, qui avaient vécu toute leur vie Ah intramurale. ouais, ils ont dû être totalement déconnectés, là. Puis oui, puis c'est aussi fou qu'ils n'ont jamais vu l'océan, ils n'ont jamais vu de bateau qui se promène sur l'océan. Puis là, tout à coup, ben, bonjour madame, tu t'en vas en Amérique. Puis là, ben, tu sais, dans la tête d'une jeune femme de 18 ans de cette époque-là, l'Amérique, ça veut absolument rien dire. Ouais. Fait que moi, c'est l'imaginaire, le vécu de ces femmes-là par rapport auquel je me posais des questions. J'adore ça. De votre côté, messieurs, vous avez décidé de vous concentrer sur quelle thématique essentiellement à travers le premier chapitre de l'Histoire du Québec? Ben, en fait, nous, notre intérêt d'archéologue, tu sais, à la base, on est des scientifiques, comme on l'a dit, mais notre objectif, c'est de faire apprendre l'histoire du Québec. Et vu que c'est vraiment le premier chapitre du Québec dans le sens que c'est la première colonie française en Amérique, c'est le moment crucial où les Français viennent ici pour fonder la Nouvelle-France, mais ça, c'est la première étape avant la Nouvelle-France. Mhm. Et donc, c'est par le biais de ce premier chapitre qu'on espère que les gens vont s'approprier leur histoire et s'intéresser à la raconter puis d'en être fiers. C'est le premier épisode aussi des contacts avec les nations autochtones Mhm. aussi. Et on a trouvé toutes ces traces-là sur le site, des témoignages physiques là, qui nous montrent vraiment qu'il y a eu un contact et un bon échange, là, une bonne entente là, en bout de ligne. Mais en fait, c'est pas une thématique, c'est plusieurs thématiques. Il y a une histoire du Québec et il y a tous des sujets particuliers, bijoux, vie sociale, Mhm. etc. Tout ce qui s'est passé sur la colonie, là. C'est à lire, finalement, à découvrir. Ben oui, puis on ne peut pas parler de notre histoire seulement en quelques mots, hein? On le devine Non. bien. D'ailleurs, messieurs, au retour de la pause, on va poursuivre cet échange-là, poursuivre la découverte de vos deux ouvrages. Restez là, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour à De l'auteur au libraire. D'ailleurs, j'aimerais remercier le Château Bellevue, les résidences Saint-Nicolas II, de nous accueillir encore une fois cette semaine. Je me retrouve avec nos trois invités que je représente de nouveau, M. Gilles Sanson, M. Richard Fizette, bien sûr, pour le livre Premier chapitre de l'Histoire du Québec, ainsi que M. Jacques Langlois pour la saga des Filles du Roi. Avant qu'on parle plus en profondeur de vos ouvrages respectifs, messieurs, je sais entre autres qu'au niveau du premier chapitre de l'Histoire du Québec, vous avez nécessairement fait des fouilles archéologiques. Dans quel secteur plus précisément vous avez travaillé? Parce que je crois que vous étiez pas loin de la capitale nationale et même dans la capitale nationale. En fait, nous sommes en arrière de la marina de Cap-Rouge, sur le promontoire du Cap-Rouge, près de la rivière Cap-Rouge. Alors, c'est là qu'a été la première colonie française en Amérique. Et dans les vestiges qui ont été trouvés, c'est des vestiges de l'habitation comme telle, qui est une habitation très particulière parce que ce n'est pas comme avec des fondations en pierre, les maçonneries qu'on connaît même au 17e siècle. C'est vraiment des pieux en terre, puis on a érigé des bâtiments possiblement en hauteur. C'est pourquoi on veut retourner sur le site, parce qu'il y a encore beaucoup de questions à, à répondre. Et puis, mais il y avait aussi une riche collection d'artefacts, une culture matérielle qui est reliée surtout à la population noble qui a accompagné l'expédition, parce que dans l'expédition, il y avait des gens du commun, dont les prisonniers, mais il y avait aussi les nobles qui avaient une culture matérielle quand même beaucoup plus luxueuse que les gens du commun.
Mais c'est la partie des gens du commun qu'on a retrouvée sur le bord de la falaise. Et dans les éléments qui sont aussi très intéressants, c'est comme il y a eu un incendie, il y a beaucoup d'éléments de bois qui ont été conservés, dont des vestiges, des pièces de bois de la construction, mais aussi tous des éléments qu'on appelle archéobotaniques, c'est-à-dire des graines, des pépins de raisin, des noyaux d'amandes, d'olives, etc., qui ont été retrouvés dans les restes. Et s'il n'y avait pas eu d'incendie, on n'aurait pas ça, parce que le sol est très acide et il fait disparaître tous les éléments organiques. D'ailleurs, tout élément organique qui n'était pas carbonisé n'a pas été trouvé sur le site. Donc, c'est vraiment grâce à l'incendie que vous avez pu faire votre travail de cette manière-là, finalement, là. Ouais, Wow! c'est un peu drôle à dire que grâce à l'incendie, on aurait pensé que ça aurait fait tout disparaître, mais au contraire, l'incendie a permis de conserver des éléments de bois. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à trouver une pyramide d'Égypte là, à cet endroit-là. On Mhm. est vraiment à une période euh, un peu comme les explorateurs qui vont sur la Lune, sont dans un nouvel univers. Ils explorent, ils commencent à connaître le territoire. Ils développent en fonction de ce qu'ils trouvent sur le terrain. Et comme Gilles le dit, le matériel pour construire qu'ils trouvent, c'est le bois. Ouais. On commence à faire la coupe du bois. C'est tout ce qu'on trouve. On construit immédiatement. On coupe, on prépare le bois et on monte les buildings avec de la terre argileuse parce que c'est des maisons en terre et bois. On peut pas l'imaginer. Il ne faut pas l'imaginer comme on l'imaginait au début, que c'était comme des camps de bûcherons. Non, non, c'était des installations assez luxueuses, ce qu'on a trouvé. Euh, et au fur et à mesure qu'ils ont avancé sur le territoire, ils ont réussi à trouver des endroits où il y avait de la pierre. Alors, probablement, qu'en trouvant de la pierre, ils ont commencé à installer à certains endroits, à utiliser de la pierre. OK. C'est vraiment un bâtiment en évolution, mais on en a trouvé juste une partie finalement. Je veux dire, du site, il resterait beaucoup de travail à faire pour vraiment le faire découvrir. Et on s'aligne là, à l'heure actuelle vers une deuxième publication là, pour faire découvrir plus encore qu'est-ce qu'on a. Mais dans l'ouvrage qui est abondamment illustré, ça permet de visualiser des choses, mais on est encore à un état fragmentaire. On devine effectivement que quand l'histoire est très grande, ben, c'est qu'il y a encore bien de la place et bien des pages qui pourraient Oui, y être consacrées. oui. Jacques, de votre côté, on parlait de plusieurs curiosités que vous aviez justement par rapport à l'histoire des Filles du Roi. Y a-t-il une thématique en particulier qui vous a parlé davantage, qui a attiré votre regard et que vous êtes dit, non, ça, je veux mettre ça en lumière absolument dans mon histoire, dans mon livre? Dans ce livre-là, il y a 3 temps majeurs, dans le fond. Il y a une première période qui se passe en France, avant le départ. Il y a la traversée, qui est quand même remarquable. Mhm. C'est quelque chose de prendre des dizaines et des dizaines de personnes, les mettre quelque part dans un bateau et après Quelque ça, part sur l'océan. c'est quelque part sur l'océan, puis après ça, arriver quelque part en Amérique. Mhm. Mais pour vrai, concrètement, le jour où le bateau arrive, il y a des hommes dans la colonie qui attendent après ça depuis longtemps. Fait que physiquement, il y a une scène qui se produit où les filles sortent du bateau, mais là, ça fait comme depuis le début de la traversée qu'ils sont en sous-cale et puis qu'elles ne sont pas particulièrement à leur meilleur, dans un état ordinaire. Ah oui. Mais elles sortent du bateau, puis sur le quai, il y a 400, 500, 600 hommes énervés, excités, Qui se peuvent plus. qui se peuvent plus Disons-le comme ça en bon québécois. parce qu'ils savent que le bateau va arriver, ils savent qu'il y a des filles du roi qui s'en Mm. viennent. Et puis là, puis il y a quelque chose aussi d'un peu tragique parce qu'il y a des centaines et des centaines d'hommes, quelques dizaines de femmes, il va y avoir des élus. Mais il va y avoir des déçus aussi dans Mhm. cette histoire-là. Puis là, il arrive quelque chose d'intéressant parce que si on avait laissé faire les hommes, en fait, les filles du roi auraient à peu près pas touché
mis le pied à terre qu'elles auraient déjà été emportées par leur homme. Fait que c'est les religieuses, Marie de l'Incarnation en particulier, qui vont prendre position, Qui les avait qui, pris sous l'oreille à ce moment-là. exactement, qui vont dire, ben là, on va les laisser arriver, les petites Oui, madames. oui. Tu sais, fait que là, il va y avoir une période où elles vont pouvoir arriver, se déposer, s'installer quelque part dans différents lieux de Québec, les couvents en particulier. Puis là, c'est très drôle, puis ça explique peut-être un petit peu qu'on soit une société un petit peu matriarcale. C'est que c'est les femmes qui vont choisir les hommes et pas les hommes qui vont choisir les femmes. Fait que, J'adore. tu sais, dans l'intuition, ça serait qu'elles sont arrivées, puis ils ont été choisis un peu comme on va au marché de bétail ou fouille-moi quoi, là, j'ose pas trop. Ah oui, puis on veut pas trop l'imaginer comme ça, là, tu sais, c'est Voilà. ça. Mais c'est exactement le contraire qui va se passer. Fait que là, ben, c'est les hommes les plus séduisants, les plus méritants qui vont se le mieux. Puis il y a même des contrats de mariage qui vont se signer. Puis quand ça fait pas l'affaire de la fille, parce que le gars, finalement, il est pas beau, il boit trop, il est pas fin, whatever, ben c'est annulé. Puis ça va. Fait que les femmes ont d'emblée beaucoup plus de pouvoir qu'on aurait pu imaginer pour l'époque. J'adore ça. Les filles du roi étaient avant-gardistes avant leur temps. J'ai envie de dire ça comme ça. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est très surprenant. De votre côté, monsieur, avez-vous un fait surprenant que vous avez? Puis là, je vous demande un fait à deux archéologues. Je me trouve très drôle dans ma question. Mais y a-t-il peut-être un aspect qui vous a surpris à travers vos recherches, vos découvertes? Le seul objet qui a été surprenant parce que la détérioration dans le sol est importante, c'est qu'on a trouvé un genre de petit coffret avec des épingles. Ce coffret-là, c'est fait en tissu. C'est comme ce qu'on a aujourd'hui pour la couture, mais il était préservé tel quel sur le site. Et ça a été étonnant là, que ça soit préservé sans que ça aille passer au feu, mais réservé comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pense que c'est des épingles pour la couture, mais c'est des épingles qui peuvent avoir servi aussi à des actes officiels. Parce que Roberval était un officiel. Il y avait des actes à écrire, à déclarer. Et ces épingles-là servaient à attacher des documents ensemble parce qu'on n'avait pas de trombone. Que c'est possibilités, mais on a des milliers de petits trésors comme ça, là, qu'on pourrait parler à l'infini, mais on en a plusieurs là-dedans, dans notre livre. Oui, absolument. Puis j'ai l'impression qu'on aurait pu faire une semaine d'émission pour parler de tous ces petits trésors-là que vous avez découverts, puis on n'en aurait pas eu assez. On va essayer d'en savoir juste un petit peu plus au retour. Restez là, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour à De l'auteur au libraire. On poursuit bien sûr cette belle découverte de l'histoire du Québec à travers vos livres, messieurs. On a parlé des récits, des recherches que vous avez faites. Est-ce que vous avez eu un décalage, messieurs, entre peut-être ce que l'histoire racontait, exemple dans votre cas, et ce que le terrain vous a apporté dans la réalité? Oui, il y en a au point de vue de la culture matérielle, ce qu'on a trouvé, Gilles en a un peu parlé tout à l'heure, tout ce qui est alimentaire est pas mal différent de ce qui est transmis dans les récits. Dans les récits, hein, Gilles, on parle du lard, on parle de fèves, on parle de pain. En fait, c'est une alimentation de rationnement. OK. C'est que quand Roberval arrive, parce qu'il faudrait peut-être mentionner pour l'information aux gens, c'est que c'est important de savoir que la colonie s'est passée en deux temps. Au départ, si les deux quartiers et Roberval étaient venus ensemble, on aurait peut-être eu 500 personnes. C'est loin d'être les 28 personnes de Champlain, là, qui seraient venues. Mais finalement, le quartier est parti seul, donc il est venu ici à peu près avec 300 personnes. Il ne ramène pas les otages qu'il avait pris sous la rivière Saint-Charles. Donc, ça a brisé ses relations. Et puis, lui, finalement, il s'est fait attaquer au printemps et il a dû quitter au printemps. Roberval arrive seul et donc, il va manquer les provisions qu'il s'attendait d'avoir. Parce que quand il s'est fait attaquer par les Iroquoiens ou les Stadaconiens, ils ont tué le cheptel aussi. Tout le bétail sur lequel il pouvait compter pour vivre. Les ressources Donc, étaient il a été obligé de rationner son monde. Et qui a rationné? Les gens du commun. C'est pas les nobles, les riches qui y ont passé, c'est les gens du commun.
comme le disait Richard, ben, c'était des fèves, c'était du lard, c'était des produits séchés, emportés de France. C'était pas le poisson frais qui était amené par les Amérindiens. C'était pas le gibier non plus. Mhm. Puis c'était pas les olives et les autres produits qui sont exotiques. Il y avait même des dattes, les nobles. OK. Alors, les dattes qui venaient probablement de la Méditerranée. Et c'est une des raisons qu'il y a eu encore la maladie durant l'hiver de 43 sur le scorbut. Il y a eu combien de morts, ça? Une cinquantaine. Cinquantaine, OK. hein? Alors, comme quoi, cette histoire-là peut encore nous surprendre et va aussi continuer de nous surprendre, j'en suis assurée. Jacques, de votre côté, vous avez parlé en introduction d'émission, vous dites: «Je suis papa de 4 enfants». Je me demandais comment ça se passait. Finalement, le papa a eu quelle réponse à travers l'écriture de votre livre? Ben, j'ai pas encore toutes mes réponses parce que Non. là, les enfants sont pas encore nés. Les filles sont pas encore mariées. Mais c'est drôle parce que la plus grande surprise, moi, de mes recherches, c'est le contraire de la vôtre. C'est-à-dire que, parce que moi, la première question que je me suis posée, c'est que les filles du roi, ça a fonctionné. Mais quand tu écoutes l'histoire, c'est pas supposé de fonctionner. Non. Tu prends 700 quelques femmes qui connaissent rien, tu les envoies dans un lieu où c'est pas très bien organisé encore, ou en tout cas, ça brasse. Là. Et bizarrement, ça va fonctionner. Mais ça va non seulement fonctionner, mais l'espérance de vie des filles du roi a dépassé de 20 ans l'espérance de vie des femmes en France à cette époque-là. Ce Wow. qui se trouve à être, de manière contemporaine, la plus longue espérance de vie sur la Terre avec les nobles de Genève. Comment ça? C'est impressionnant? Oui, mais par quel miracle? Oui. La nourriture. On ne le sait pas beaucoup ici, mais à la même époque en France, il y a des famines qui font 1 million de morts. Un peu plus tard, dans les années 1600, 3 millions de morts en France. Fait que l'alimentation de rationalisation, de ration, c'est pas juste ici. En France, c'est épouvantable aussi. Mais alors qu'ici, en 1680, il y a des choses qui sont un peu améliorées, c'est l'abondance. Fait qu'elles arrivent ici et pour la première fois de leur vie, puis c'est très important dans le livre parce que dans le livre, les filles, puis ça c'est documenté aussi dans l'histoire, les filles à Paris ont à peu près, je pense, 1000 calories par jour, 1200 calories par jour, sont maigres comme des clous, sont mal nourries, les cheveux sont pas beaux, etc. Et tout à coup, elles arrivent ici, première affaire qu'elles découvrent au couvent, la nourriture n'est pas rationnée. Pour la première fois de leur vie, elles mangent à leur faim. Puis là, ben, les corps vont se transformer, puis les enfants à naître Ouais. vont être en bien meilleure santé que tout ce qu'on aurait pu imaginer. J'ai vraiment l'impression que vos 2 ouvrages, messieurs, vont pouvoir porter ailleurs, vont pouvoir porter à des suites. Est-ce que je me trompe? Non. On est en train de travailler sur un deuxième tome encore plus complet, mais avec autour des récits de Cartier-Roberval. Gilles a beaucoup plus mis la main à la pâte que moi sur l'ouvrage parce qu'il a étendu les sujets, mais on... Pouvez-vous nous en dire quelques mots, Gilles? Disons qu'on est très proches, je veux dire, tous les deux, on travaille sur l'histoire du Québec. Mhm. Et quand les filles du roi arrivent, on est rendu qu'on a au moins pris possession du pays, même si nous, on est en amont de ça, c'est-à-dire que le pays, on vient de mettre le pied à terre. On arrive avec un certain nombre de personnes. On recherche de l'or avant tout, mais on veut faire une colonie parce que François Ier, dans son mandat, c'était de faire une colonie. Bien, ça s'est réussi plus tard, mais ça a été évidemment une aventure très difficile pour que les gens s'enracinent ici. Ça n'a pas été facile. Et on le voit, les filles du roi viennent pour régler cette question-là. Mais c'est ça. Nous, on est en amont de ça. On est au moment où la France vient prendre possession d'une partie de l'Amérique où l'Espagne puis le Portugal s'étaient déjà partagé les terres. Et le roi François Ier tente sa chance, mais c'était l'art qui a conditionné les choses. Et ce qui a fait échouer, je veux dire, échouer, c'est un grand mot, parce que moi, je vois ça comme des étapes. Hein, c'est toutes des étapes.
Cette étape-là, qui était conditionnée par la question de l'or, ben, ça a été aussi le rapatriement des ressources militaires parce que la France avait besoin des canons, des boulets, de tout l'équipement et des soldats, parce que les compagnons de Roberval, qui était un militaire, ben, c'était surtout des militaires. Et ils ont été rapatriés en France parce que le conflit avait repris avec l'Espagne. Donc, c'est pour ça que l'étape sur laquelle nous, on travaille, ben, ça a arrêté, puis c'est reparti plus tard. Alors, ça pourra poursuivre dans un ouvrage éventuel, c'est ce que je comprends. De votre côté, Jacques, est-ce qu'on peut souhaiter peut-être une suite à cette belle histoire-là des Filles du Oui, Roi? bien sûr, mais je vais faire du pouce sur ce que Gilles dit. C'est sûr que tant qu'il n'y avait pas un nombre minimal de femmes dans l'histoire, les chances de succès étaient minces à tout point de vue, ne serait-ce que d'un point de vue démographique. Et pour ce qui est de la logique de la suite, ben, c'est simple. C'est le premier, je ne m'attendais pas à ça, mais je ne me suis pas rendu du tout au bout de l'histoire. Mhm. Dans le premier livre, qui est quand même assez touffu, on réussit à partir de France, donc à trouver des gens, partir de France, prendre le bateau, traverser. Après ça, on arrive ici, on séjourne un peu. Il y a des rencontres qui se font, il y a des histoires qui se lient. Mais le premier livre, il se termine au mariage. Mhm. Fait qu'il n'y a pas encore d'enfants. Il n'y a pas encore de terre qui a été attribuée. Il n'y a pas encore de lieu d'habitation réel mais là, les seigneuries sont en train de se créer à travers le Québec. Comme par hasard, il y a des seigneuries dans le coin de la Mauricie qui ont été créées exactement dans les années où les Filles du Roi sont arrivées ici. Fait qu'on sait pertinemment, avec exactitude, que les premiers habitants étaient réellement ces femmes-là à tel endroit précis sur le long du fleuve. C'est impressionnant de voir hein, par où qu'on est passé. Puis, je le répète, messieurs, on ne peut pas parler de l'histoire du Québec en prenant seulement une demi-heure, mais écoutez, on a le temps qu'on a. Hein? Mais je sens clairement que les gens vont pouvoir en apprendre davantage avec vos outils, vont pouvoir effectivement peut-être éclairer certaines questions, certains mythes. Puis des fois, ça fait changement d'avoir quelque chose entre les mains qui nous raconte notre histoire à nous. Alors, je le rappelle, Jacques Langlois avec la saga des Filles du Roi. L'invitation est lancée à découvrir ce bel univers-là. Puis ma foi, je suis fière des Filles du Roi. Je dois l'avouer, je suis fière. Et bien sûr, messieurs Gilles Sanson et Richard Fizette, on va inviter les gens à découvrir la magnifique histoire de Québec, le premier chapitre de l'histoire du Québec. Et assurément, vous entendre, il y en aura d'autres, messieurs. Je vous remercie d'avoir Ben, été merci avec nous beaucoup. Ça nous aujourd'hui. fait plaisir. Et bien sûr, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'auteur au libraire.